Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle saison et un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc. Et ce soir au programme, nous accueillerons l'association La Cause des Femmes à l'occasion de leur festival qui débutera ce vendredi et ce au cœur du Grand Genève. Nous recevrons également Vincent Poirier de BD Fugue. Comme chaque mois, nous parlerons bande dessinée avec nouveautés, événements, dédicaces. Vous saurez tout d'ici quelques minutes. Et enfin, nous découvrirons la passion et le travail de Christelle Sibuet, un artisan savonnier installé dans le petit village de Cléry. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Mais on commence comme d'habitude avec les titres du journal et ce soir c'est Fanette que je reçois. Bonsoir. Salut Fanette. Manu. Comment ça va bien Fanette? Ça va, ça faisait longtemps qu'on n'était pas ensemble sur le même plateau. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Avec toi ce soir, d'ici une petite demi-heure, on va s'intéresser aux vendanges. Oui, c'est toi qui as été du côté d'Aïs où les vendanges ont commencé il y a quelques jours. Alors c'est le cas évidemment un petit peu partout, mais nous on s'est intéressé à ces hectares. Tu m'as dit tout à l'heure 20 hectares, donc c'est une vraie renaissance. Oui, voilà. Une vraie révolution pour cette petite appellation. Donc ça sera beaucoup plus clair dans ton reportage tout à l'heure dans le JT. J'espère. Et puis un deuxième reportage et c'est parti pour une série de la semaine. Voilà, c'est le retour des séries de la rédaction. Ce coup-ci, c'est Jean-Paul Crespi qui s'y colle et il nous emmène dans une exploitation industrielle de sel. Ça se passe du côté de Bay, dans le canton de Vaud, donc tout au bout du Léman, avec de très belles images, comme toujours, de Jean-Paul. On n'en doute pas une seconde. Rendez-vous dans une demi-heure pour le JT. Restez bien fidèles à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci beaucoup, Fanette. À tout à l'heure. Et puis, juste le temps pour moi d'accueillir nos premiers invités. Bénédicte Lafont, comédienne, bonjour. Elle est accompagnée de Jacques Depuyer, président de l'association La Cause des Femmes. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. On vous avait reçu il y a une petite année, si je ne dis pas de bêtises. Avec Sébastien. Oui. Avec Sébastien pour parler de votre association, de votre projet La Cause des Femmes. Alors déjà, on a en quelques mots pour remettre au cas où il y avait des gens qui n'étaient pas fidèles au poste l'année dernière. On va reparler de l'association créée en 2017, toute jeune association qui a quand même de sacrés objectifs et de sacrées volontés au sein d'un territoire qui bouge beaucoup. Je lisais créer un observatoire des inégalités, recueillir des initiatives ou encore proposer des manifestations, ça paraît pas mal ambitieux finalement, comme c'était nécessaire dans ce territoire. Nous ne sommes pas une association de terrain, mais par contre on a un respect pour les associations qui accueillent malheureusement chaque jour des personnes en difficulté, et les femmes en particulier. Ce que nous essayons de faire, c'est d'être à la fois des porte-paroles, des catalyseurs d'énergie et le festival en lui-même, qui va accueillir 14 associations. Ces associations n'ont pas eu à préparer pendant plusieurs mois le festival que fait La Cause des Femmes avec ses adhérents. Elles viennent, elles auront du public, elles auront des séquences qui vont j'espère, faire venir le public, et elles vont pouvoir parler de ça. J'ai un simple exemple. Il n'y avait plus de planning familial sur l'agglomération. Vous êtes basé donc sur Gaillard. Oui, sur Gaillard, Annemasse. Hein, j'ose pas dire, mais Gaillard a comme quartier Genève. Hein, mais il n'y avait rien, il n'y avait plus de planning familial. 2 personnes sont venues, elles ont eu un stand, elles en ont parlé, elles ont trouvé 3 autres personnes. Et depuis le festival, il y a maintenant une association du planning familial sur l'agglomération d'Annemasse. Alors, vous me coupez l'herbe sous le pied, puisque si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de cette 3e édition de votre festival. Donc, 3 ans d'existence, question un peu bête, est-ce que c'est l'âge de maturité ou est-ce que c'est... C'est encore l'adolescence. C'est encore à l'adolescence. Mais il y a encore quelques petits réglages. Tout ce que comporte l'adolescence, vous savez, l'élan, les erreurs, les ajustements. L'année dernière, notre thème était un peu anxiogène. Hein, c'était les violences faites aux femmes, les mutilations. Cette année, on a voulu parler sérieusement des choses, mais sans se prendre au sérieux. C'est pour ça d'ailleurs que Bénédicte et Dominique reviennent cette année, parce qu'elles savent très bien faire ça. Et le thème de cette année, c'est hommes, femmes, richesse de nos différences. Le thème du concours de plaidoirie, c'est l'homme, une femme comme les autres. Vous voyez, on essaye de mettre un tout petit peu de légèreté, et pour autant,
on va malgré tout travailler sérieusement sur tout ça. Alors vous l'avez dit, Bénédicte, vous ouvrez justement ce festival, ce sera ce vendredi soir à Gaillard, à l'espace Louis-Simon, avec une représentation théâtrale. Vous serez accompagné de Dominique Chevauché, avec un titre « Au fond, ce n'est pas si grave ». Qu'est-ce qui vous a motivé, entre guillemets, à venir participer à cet événement, donc pour la deuxième année, si je ne dis pas de bêtises? À revenir, avec grand plaisir, c'est une belle rencontre, la cause des femmes l'année dernière. On a effectivement fait l'ouverture avec un spectacle sur le droit des femmes. Et cette année, on revient avec Au fond, c'est pas si grave, sur la question féminine, autour de textes qu'on adore, un coup de cœur pour un auteur contemporain qui s'appelle Xavier Duringer. Et puis une coécriture de nos textes avec Dominique Chevauché sur les stéréotypes féminins qu'on a eu envie d'envoyer un bon coup de pied. Donc c'est à la fois un univers très BD, c'est des monologues sur les femmes où on va parler des hommes, bien sûr, mais aussi où la voix de David Duringer, c'est la petite voix qu'on a dans l'oreille, ce qu'on n'ose pas se dire tout haut, mais qu'on pense très fort. Et du coup, ça retouche un peu tout le monde, c'est très drôle. Mais c'est sur le fil, c'est on rit jaune avec Duringer aussi. On est ému, voilà, on ne sait pas trop où elles vont aller, les deux, là, mais elles y vont avec beaucoup d'énergie. Voilà. C'était un spectacle qui était en préparation déjà en amont. Vous avez commencé à y réfléchir quand on vous a proposé de revenir au festival? Alors, ça fait longtemps qu'on y a réfléchi parce que ce spectacle, je crois qu'on approche la 350e représentation. Ça commence à faire un gros succès pour l'échelle de la compagnie de l'une à l'autre. Un spectacle qui est né en Aquitaine, parce que nous, on est en Haute-Savoie depuis 8 ans, mais on était en Aquitaine avant. Et c'est un spectacle qu'on a énormément tourné, qui a créé beaucoup d'adhésion, qui a un joli dossier de presse, voilà, vraiment. On a joué 6 mois à Paris, on a fait des Avignon, le Off, voilà, et on est vraiment très, très contents de le reprendre là. Justement, ça fait une occasion supplémentaire. Vous arrivez encore à le redécouvrir avec d'autres facettes, ce spectacle? Ah oui. Ah oui. Oui, à chaque fois, parce que c'est bien vivant tout ça. Hein, donc voilà, avec le public qui va être au rendez-vous vendredi prochain. Alors justement, ça commence à partir de ce vendredi soir. Jacques, aujourd'hui, il reste encore des places, il est encore possible de réserver? Il y a encore des places, effectivement. Mais vous savez, les gens sont prudents, ils viennent au dernier moment. Je pense qu'au dernier moment, on va avoir Peut-on encore être prudent avec de l'art? Malgré cela, les prémices sont là. On aura du monde parce que on prend un peu en notoriété. L'année dernière, je disais à Sébastien, le festival, c'est pour être connu et reconnu. Je crois que le reconnu devient un petit peu plus important. Donc, on est adolescent, mais vous verrez, quand on se reverra dans 5 ans, ça marchera encore mieux. Eh ben, le rendez-vous est pris, il n'y a aucun problème. En tout cas, ça va continuer. Il n'y en a pas que vendredi soir, ça continue samedi avec plusieurs représentations. Notamment, vous le disiez il y a quelques minutes, un concours de plaidoirie. Ça aussi, c'est dans l'essence du festival. Alors là, on n'est plus adolescent, on est adulte. Il est devenu international. On a plein de sollicitations extérieures de gens qui souhaiteraient nous rejoindre, soit pour être membre du jury, soit pour travailler en amont avec nous. Alors, le hasard fait bien les choses. Figurez-vous qu'on a tiré au sort, on a fait un tirage au sort intégral. 3 étudiants suisses, 3 étudiants français. Comme par hasard, on a à chaque fois des joutes franco-suisses et hasard supplémentaire, tous les étudiants suisses vont plaider contre et tous les étudiants français pour, je vous rappelle la question, l'homme, une femme comme les autres. Je pense que ça va être intéressant. Au passage, je sais que vous allez être là pour nous couvrir et ça nous fait un bien énorme. C'est notre rôle de média de proximité également. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce week-end, déjà, Bénédicte? D'être heureux dimanche soir. Beaucoup de plaisir à partager, voilà, comme toujours. Plaisir déjà d'être sur le plateau et puis de le partager avec le public, puis plaisir de se retrouver parce que non, c'est une belle équipe, franchement, il y a une belle énergie. Il y a une belle cause sur derrière sur ce week-end, puis terminer avec Sophia Aram aussi samedi soir, ça c'est... C'est une humoriste humaniste. C'est possible, concrètement. Tout à fait. Avec une bonne dose de second degré, j'imagine. Et vous voyez, travailler avec les artistes, quels qu'ils soient, quel que soit leur support, pour nous c'est hyper important. La sensibilité de Dominique et de Bénédicte, quand elle disait tout à l'heure, ça peut apporter une larme. Avoir une larme, qu'est-ce que ça fait avancer la réflexion?
Eh ben, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite pour cet événement, messieurs, dames. Merci beaucoup Merci d'avoir à pris vous. un Merci instant beaucoup. pour venir nous voir sur nos plateaux. Puis bon courage pour ce week-end. C'est parti. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner la régie. Le temps pour moi d'accueillir mon prochain invité, en la personne de Vincent Poirier, qui est avec nous. Vincent, le grand retour. Et oui. Pour parler bande dessinée, encore et toujours. Et qu'est-ce qu'on aime ça? Ça fait plaisir d'avoir un petit peu Je de... le fais un peu pour toi. Hein. Non mais j'en attends pas moins. Et avec toi, ce soir, enfin avec moi, puisque tu me les avais déjà envoyés un petit peu en amont, tu nous fais découvrir des mondes extraordinaires. Un superbe voyage pour commencer. Les Indes fourbes qui prennent un ancrage totalement historique avec un récit qui nous vient du XVIIe siècle et ça part en live. À partir de là, ça part en cacahuète. En fait, on est dans le roman picaresque, en hommage en tout cas au genre, qui est un genre qui s'est vraiment développé au XVIe siècle dans la littérature espagnole. Et ici, c'est la suite d'un qui a été extrêmement célèbre, dont l'auteur avait annoncé que la suite existerait, que son personnage partirait aux Indes, c'est-à-dire aux Amériques, pour l'aventure suivante. Nouveau récit qu'il n'a finalement jamais écrit, et c'est deux très grands auteurs de bande dessinée qui l'ont fait quelques siècles plus tard. Deux très grands, j'exagère pas, au dessin, Juanjo Guarnido, c'est le dessinateur de Black Sad, qui est un des plus gros succès déjà graphiques du polar, mais un dessin qui est juste hallucinant, très cinématographique, et vraiment avec des prouesses visuelles hors normes. Et aussi Alain Hérol, qui lui est extrêmement célèbre justement pour la qualité de ses textes. Il a écrit notamment une série qui s'appelle Deux Cap et Deux Crocs, qui est très théâtrale, très en hommage à Molière et tout un univers comme ça de la littérature. Et la rencontre des deux, écoute, je pense qu'en 19 ans de carrière de libraire, j'avais jamais osé espérer un album aussi incroyable dans son ensemble. L'objet est très beau, mais ce dessin, ce scénario, cette écriture, cet ensemble, c'est un cumul de perfection associée qui est au-delà du fantasme que j'avais pu avoir jusque-là d'une bande dessinée. C'est incroyable que ça existe, et sur 160 pages. Ça, le message est passé, on vous le conseille de toute façon. Les Indes fourbes, c'est vrai qu'en plus, il faut le dire, on suit quand même les aventures d'un gueux qui a le destin le plus extraordinaire jamais conçu, jamais inventé, parce qu'il lui arrive énormément de choses. Ça va passer des tribus indiennes à l'Eldorado, en passant par la cour d'Espagne, forcément les voyages, les aventures en mer, il lui arrive énormément de choses. Il a fallu 160 pages, en fait, faut pas que ça fasse peur. Hein. On ne On voit pas les le voit temps pas passer, passer, hein. C'est incroyable. Oui. Et ça a mis combien de temps pour réaliser un tel ouvrage? Parce que ça paraît énormément. Tant, je te le disais, sur déjà le mode de narration qui a été fait avec des expressions très 16e siècle, justement, où on se plonge vraiment dans l'histoire. Alors, le projet en lui-même, il y a eu un gros travail de préparation, puis après de voir s'ils étaient en accord, et puis surtout, il fallait que leurs agendas coïncident, hein, parce que Black Sad, une fois de plus, c'est une série extrêmement attendue. J'ai envie de dire, pour un rendu à peu près cohérent, on est sur plus de 3 ans. Ouais, quand même. Pour quand même avoir l'ensemble, mais le projet avait déjà commencé à exister encore un petit peu avant. Eh ben, les Indes fourbes, un gros coup de cœur, et c'est tout ce qu'on peut vous conseiller si vous avez un petit temps à perdre ou à gagner, tout simplement. Oui, à gagner, ouais. Autre bande dessinée, autre genre totalement, Le Château des Animaux. Et alors là, on passe finalement dans une sorte de caricature de système dictature, mais version basse-cour. C'est un récit politique. C'est un récit peut le dire comme politique, ça, mais tout à qui est dans le contexte d'une ferme, un château en tout cas, qui accueille l'esprit d'une ferme, mais les humains ne sont plus là à ce moment-là. Et plutôt que les animaux vaquent à leurs occupations classiques, en fait, il y a eu tout un système qui s'est mis en place avec une dictature véritablement, effectivement, et on assiste à ça avec notre distance, et en même temps, finalement, on a tous les codes qui nous permettent d'aller au-delà d'une simple lecture. On le referme, on a quand même de quoi analyser, comprendre, réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé, à ce qui se passe maintenant. Il y a des références d'ailleurs qui sont faites aux humains de par ce fait. On va parler de Gandhi, on va parler ici aussi, il y a des clins d'œil qui sont assez nombreux, je ne vais pas trop les révéler, mais qui nous permettent effectivement d'aller au-delà d'une simple lecture de distraction, mais aussi effectivement dans une analyse sociétale, politique, qui est très forte, sans pour autant qu'on soit dans un récit politisé non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur politique pour autant qui se dessine. C'est ça qui est fort, on suit quand même l'histoire d'un chat, d'un lapin et d'une petite souris blanche qui finalement se dresse face à l'oppresseur. C'est le genre de bouquin qu'on finit, qu'on ferme et qui nous reste un petit peu dans la tête et qui nous fait cogiter derrière. Complètement. C'est un récit qui est très fort et qui accompagne longtemps
On le finit, on a déjà envie de le reprendre parce qu'il y a plein de subtilités de partout. Et puis au milieu de tout ça, il y a un dessin qui est juste hallucinant. Qui est vraiment Félix immersif. Delep est tout jeune et il a un graphisme qui est sidérant, vraiment sidérant. Moi, j'en suis parvenu. Chaque case est un petit tableau et c'est d'une vie incroyable. Les animaux, c'est extrêmement compliqué à dessiner. Et là, il leur donne une dimension qui est phénoménale. Donc là, on a trouvé un génie graphique au passage avec ce dessin, un premier album, et on dirait déjà qu'il a tout d'un grand. Et c'est un premier tome qui annonce clairement la suite. La conclusion ne laisse pas beaucoup d'ambiguïté. On attend la suite déjà avec impatience. Oui, voilà, oui, on est impatient, oui. Oui, et ça va arriver vite ou... Il faut laisser du temps au temps. C'est joli. Alors, il y aura par contre, pour de vrai, il y a un système de gazette, de prépublication qui a été fait, ce qui fait que la suite, on ne l'aura pas tout de suite en album complet, mais on aura, pour patienter, Ok. des extraits qui paraîtront petit à petit pour pouvoir en lire déjà un petit peu plus. Eh ben, on a hâte de voir ça. Et puis un petit troisième, et on passe totalement à un autre genre, beaucoup plus Une bonne léger. récré, hein, Ouais. la récré totale. Exactement. Et qui se prend à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pour N'importe 5 quel minutes ou âge pour une aussi. demi-heure, c'est génial. Captain Biceps, le grand retour. Oui. Le grand retour, Zep a créé cette série avec Thébault il y a une Pas bonne mal quinzaine d'années, je ça dirais, commence. peut-être même plus. Hein. Et c'est une association qui est formidable parce que, bon, Zep, on le connaît, hein, on connaît son talent d'humour, on connaît son statut même de très grand auteur. Et Thébault, un peu moins connu du très grand public, et pourtant il avait eu le prix du meilleur album jeunesse d'Angoulême avec son Mickey qu'il avait fait il y a 2 ans. Un album qui était un régal. Et en fait, Thébault est juste un des auteurs les plus drôles actuellement. Il a un dessin, il sait tout faire. C'est chewing-gum, ça va dans tous les sens. C'est extrêmement vivant. On est et d'accord, dynamique. c'est du premier degré. Voilà. Ouais, alors à prendre avec Presque. une distance quand même aussi, hein, parce qu'il joue avec tous les super-héros. Alors, faut pas essayer effectivement de voir une certaine valeur aux super-héros qu'on connaît bien. Non, c'est Captain Biceps qui est là pour gagner, hein, dans tous les cas. Et pour écraser tout le monde. Un auteur qui sera notamment présent à Vendredi Bénéfugue prochain. d'ici Oui, peu de on temps. est très très heureux, le 4 octobre, oui. Et ça va être un des grands moments, mais je crois que c'est pas le seul qui arrive à BD-Fugue. Il y aura plusieurs séquences de Oui, dédicaces. bah, il vient le 4 octobre et le lendemain, on reçoit un autre auteur, Michel Koeniger, alors dans un genre très différent. C'est l'historique, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle Berlin sera notre tombeau, parce qu'il faut de la BD pour tout le monde. Il en faut pour tous il les y aura des belles rencontres encore d'ici la fin d'année. Donc ça, c'est acté. C'est pour samedi, c'est ça? Vendredi Vendredi, prochain. pardon. Eh ben, le rendez-vous est pris, n'hésitez pas. Puis pendant que je te tiens, puisque voilà, tu es peut-être un habitué, du coup, je me permets quelques petites surprises. Depuis le début de la saison, on fait réagir donc des invités sur des articles d'actualité. Et comme on t'aime bien, je ne vais pas te demander ton avis sur le Brexit, mais plutôt sur un article de France Info qui annonce l'arrivée de l'année de la bande dessinée. Donc c'est pour 2020, de nombreux événements sont d'ores et déjà en préparation un peu partout en France. D'ailleurs, le ministère de la Santé en profite pour lancer un appel aux De la talents culture. français. De la culture, excuse-moi. Il recherche un illustrateur pour l'affiche officielle. Tous les auteurs ayant publié entre 1 et 5 ouvrages sont donc invités à répondre à l'appel d'ici ce 7 octobre prochain sur le site officiel de l'année de la bande dessinée. C'est un grand événement et c'est vrai que dans les pays de Savoie, on commence à y penser gentiment. Ah bah, je pense que là, quand on voit Château des Animaux, son premier album, quand on voit le talent qu'il y a derrière, je pense qu'il y a des révélations qui peuvent se faire effectivement pas mal. Donc on va avoir certainement des belles propositions d'affiches et puis une année qui va être, à mon avis, assez grandiose. Il l'a annoncé effectivement à Angoulême. Ça fait déjà donc un peu plus de 9 mois qu'on est tous là à trépigner d'impatience de voir quelle va être cette fameuse année de la BD. Ça va être l'année pour mettre en avant la bande dessinée, mais aussi à réfléchir à tous les corps de métier de la bande dessinée, puisque les auteurs qui sont nécessaires et indispensables pour avoir des très beaux albums ont des conditions de vie qui ne sont pas toujours si simples. Ça va être donc à la fois une année de fête et une année, j'ai envie de dire, aussi de prise de conscience. Et nous, on a Sevrier BD qui sera le 4 et le 5 avril, où effectivement, cette fameuse année de la BD, on va essayer de la rendre incontournable. C'est bien ce que je pensais. Un appel au talent de la part du ministère justement de la Culture, ça signifie qu'il n'y a pas assez de grands noms de la BD en France pour essayer d'avoir quelque chose de grand, ou il faut vraiment rafraîchir et renouveler? Je crois que c'est un peu l'inverse en fait. On déborde de grands noms. Qui choisir? Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Là, le côté participatif, le côté concours permet aussi finalement de faire émerger d'autres personnes et pas forcément tout focaliser sur l'un plus qu'un autre. Donc ils vont être 10 à être présélectionnés et il y en a un qui nous fera une affiche
J'espère qu'il plaira au plus grand nombre. À noter que le vainqueur du lauréat recevra une dotation de 10 000 €. Alors n'hésitez pas, si vous êtes dessinateur, si vous avez déjà publié au moins un ouvrage, n'hésitez pas, c'est sur le site officiel de l'année de la BD que ça se passe. Merci beaucoup Vincent, je te regarde Merci à encore toi. une seconde, le temps de faire ma petite deuxième revue de presse, car dans le reste de l'actualité, on n'avait pas encore eu le temps d'en parler. L'édition 2019 des Piolets d'Or, c'était il y a quelques jours à peine. Les Oscars de l'alpinisme ont en effet été marqués par de nombreuses célébrations. Tout d'abord grâce au Piolet d'Or Carrière, qui a donc logiquement été attribué à un certain Christophe Wiliski, une véritable légende de l'himalayisme, le 5e homme au 14 8000, etc. Et j'en passe parce que son CV est très très long. 2 autres prix honorifiques ont également été remis cette année. Il félicite notamment Catherine Destivelle et John Roskelet. Quant au Piolet d'Or 2019, il a été remis en un premier temps à la cordée slovène pour l'ascension du Latok 1, donc qui est à plus de 7000 mètres d'altitude, et un second à titre posthume à Hans-Jörg Auer et David Lama pour leur réalisation l'année dernière avant leur disparition sur le pic Howes au Canada. En avril dernier, de nombreux hommages donc ont rythmé cette cérémonie qu'on n'oubliera pas de sitôt. Je te libère, Vincent. Merci Allez, beaucoup. j'y vais. C'était très bien. À très vite. À bientôt. Bon courage pour la suite. Et le temps pour moi d'accueillir notre prochaine invitée. Bonjour, Christelle Bonjour. Sibuet est avec nous. Bienvenue. Je m'installe un petit peu. Faites comme chez vous. C'est le mot d'ordre ici. Vous êtes artisan savonnier. Oui, C'est comme ça qu'on dit. Je suis savonnière, oui. Ah, Tout à alors fait. c'est une passion assez originale. Comment on devient fabricant de savon? Ah, ben, quand on veut faire de la cosmétique un peu naturelle et puis quand on se pose beaucoup de questions sur ce qu'il y a sur le marché, déjà on apprend à faire ces petits cosmétiques simples maison et puis petit à petit on cherche. J'ai cherché à fabriquer justement des produits pour se laver parce que c'est peut-être ce qu'il y a de pire sur le marché, c'est les shampoings, les gels douche. Voilà, au niveau des ingrédients, c'est Et donc, vraiment terrible. à la base, c'était pour vous finalement, Donc, au pour un départ, cercle c'était proche, et en pour, fait, c'est le succès auprès de vos proches qui vous a donné l'idée de vous Au lancer? départ, c'était vraiment pour soigner ma famille, mes enfants qui venaient de naître. Et puis, petit à petit, effectivement, c'est devenu déjà addictif pour moi parce que c'est très créatif, en fait, de fabriquer du savon. On peut faire toutes sortes de savons avec toutes sortes d'ingrédients, toutes sortes d'huiles, toutes sortes de plantes, enfin, toutes sortes de parfums. Donc, c'est vraiment sympa, quoi. C'est infini. Et du coup, vous vous êtes lancé, qu'est-ce qui a donné le déclic à un moment pour vous dire je veux en faire une activité professionnelle? Eh bien, en fait, je voulais recommencer une activité. J'étais à la maison avec mes enfants. Donc, ma dernière allait avoir 3 ans. Et puis, donc, je voulais retourner un peu sur le marché du travail, voir des gens, en fait, un petit peu. Aussi. Et donc, sauf que je voulais faire une activité, mais en même temps, je voulais garder cette proximité avec mes enfants. Donc, mes enfants, comme on est dans un petit village, les enfants rentrent à la maison le midi pour manger, ils rentrent à 4 heures le soir. Donc, en fait, ça nous laisse très peu de temps, en fait, si on part travailler. Donc, je voulais allier une activité professionnelle et le fait d'être maman à la maison. C'est bien trouvé, en tout cas. Voilà. Et du coup, vous faites tout à la maison, directement? Voilà, c'est j'ai votre mon cuisine de laboratoire, fabrication. en fait, c'est une partie de ma maison, ouais, tout à fait. Ça vous prend longtemps, justement, par jour? Ça occupe Alors, les journées? petit à petit, ça a pris plus de temps. C'est-à-dire que tout le temps que les enfants étaient en primaire, ça ne me prenait pas beaucoup d'heures par jour parce que je n'avais pas de cette disponibilité-là. Ouais. Et puis maintenant, oui, c'est un temps plein. Alors, depuis 2016, vous avez justement reçu le label Nature et Progrès. Tout à fait, Ça a vous été, êtes bien au courant. J'ai travaillé un petit peu avant, hein. J'ai fait mes devoirs. Ça a été la consécration pour vous ou concrètement c'était juste Non, finalement c'était juste une logique, mais enfin, ça faisait longtemps que je travaillais déjà dans cette éthique-là, en fait. Sauf que mon entreprise était vraiment très petite, donc je me permettais pas de me payer ce label, puisque ça a quand même un coût, hein, puisqu'on est audité tous les ans. Donc il faut payer cet audit, donc ça valait pas le coup au départ de le faire, mais sinon j'ai toujours travaillé avec des ingrédients bio et naturels et donc ça me correspondait complètement, beaucoup plus que les autres labels industriels. Justement, c'était vraiment une prise de conscience au début. Le tout bio, chaque plante a vraiment une utilisation qui lui est propre. Ouais, tout à fait. Je n'utilise pas de plantes pour le fun en fait. Je fais pas de savon à l'Edelweiss ou des choses comme ça, alors qu'on est dans les Alpes. On pourrait avoir des plantes typiques comme ça, mais j'utilise que des plantes qui ont un intérêt en cosmétique transformées en savon. Alors, vous nous avez rapporté un petit Oui, bouquet de du fleurs, coup, justement. des petites plantes Dites-moi qui un se petit ramassent peu. encore un petit Alors, peu. je en ce reconnais moment. les orties. Très bien. Il n'y a pas Déjà, que ça. de base. Il y a une autre petite plante qui pique pas du tout et qui n'est pas une ortie, qui sent très très bon, qui sent le citron en fait. Ok. C'est de la mélisse.
Voilà, donc j'utilise la mélisse dans les plantes. Ça me fait un savon à la mélisse qui permet de faire un petit savon qui est répulsif pour les petits insectes, bien pratique pour C'est l'été. utile. Voilà. Et donc, chaque type de peau a un savon sur l'utilisation Oui, qu'on en veut? en fait, ou en comment fonction des ingrédients qu'on va mettre dans le savon, effectivement, ça va faire un savon pour tel ou tel type de peau. Un savon avec de l'huile de noisette, c'est plus pour les peaux qui ont des problèmes d'acné. Un savon à l'huile d'amande douce, évidemment, ça va être plus adoucissant. Voilà. Et pour les plantes, c'est pareil. Le savon au calendula, donc le calendula est très adoucissant, cicatrisant. La mauve, en fait, c'est cette fleur-là. En fait, elle n'a pas vraiment de parfum, mais par contre, elle est toute douce, on dirait des feuilles de soie. Ça me permet. Ah oui, en effet. C'est Ça, super on dirait pas sympa. que c'est fausse. Et en fait, c'est rempli de mucilage. Et ce mucilage-là, en fait, on va le retrouver dans le savon grâce à l'infusion de mauve. Et donc, ça permet de donner une douceur et de calmer les peaux réactives, par exemple. Alors, mais c'est une somme de connaissances assez impressionnante parce que justement, entre ce qu'il faut faire infuser, macérer, la mélisse, etc., comment on apprend finalement tout ça? Il y a une Petit à formation ou petit, c'est en sur le fait, tas? oui, il y a des formations réelles sur les plantes. Par contre, pour le savon, moi, ça n'existait pas les formations à l'époque. Maintenant, depuis, on peut en trouver dans le sud de la France. Mais tout ce qui est effectivement huile végétale, propriétés, comment on les utilise, les huiles essentielles et les plantes, j'ai appris petit à petit. Alors, je côtoyais, donc avant de démarrer, aussi des producteurs de plantes du coin. Donc, ça m'a permis finalement d'acquérir des connaissances et de travailler aussi avec eux sur la cueillette, par exemple, donc d'apprendre à les ramasser aussi. Et donc, après, ça a été un peu autodidacte. Hein. Je me suis plongée dans les livres, quoi. Aujourd'hui, on peut vous retrouver où? En tout cas, les produits, c'est très local ou ça a Oui, des c'est- volontés, velléités Non, c'est très, très conquérir des marchés? local parce qu'en fait, ça reste une petite entreprise. Donc, je peine à répondre à la demande, clairement. Donc, aujourd'hui, ça va être dans les magasins bio autour d'Albertville, on va dire, Annecy un petit peu. Et puis, dans les magasins de producteurs, en fait, aussi. Je fais partie de plusieurs associations de magasins de producteurs et d'artisans. Et donc, c'est des associations où on a un local et puis on fait des permanences à tour de rôle pour accueillir du monde. Donc, ça nous permet de partager les frais aussi d'un local, ce que je ne pourrais pas me permettre pour moi toute seule. Donc, voilà, le réseau de distribution, en fait, c'est ça. Et puis, mon site internet, quoi. Donc là, ça a voyagé un petit peu plus. Dont on rappelle l'adresse, tant qu'à faire? Donc, c'est savonneriesavoie.fr. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Christelle d'avoir participé à cette émission. Ben, Je vous vous en regarde prie. encore quelques instants puisque tout de suite c'est l'heure de la publicité. D'ici quelques minutes c'est le journal présenté par Fanette de Buisson et nous on se retrouve dans quelques instants.